bonsoir à tous et toutes. Ces rencontres programmées dans le cadre du festival Un film, un jardin, qui se poursuit jusqu'à mardi prochain ici à Nantes. Et ce soir, après avoir parlé de musique lundi, avec celui qui va composer la musique des ciné-concerts lundi et mardi prochain, on va parler passion, collection, avec Francis Nardin. Vous êtes depuis longtemps un grand collectionneur de tout ce qui touche à l'histoire du cinéma, mais pas seulement les affiches, comme pour certains. Vous avez récupéré des tonnes d'objets, des projecteurs, des colleuses, des visionneuses, des bobines, bon, les fameuses affiches évidemment, mais aussi des livres, des revues et même des tickets d'entrée. Alors ma première question, c'est de savoir d'où vous vient cette passion intense pour le cinéma. Est-ce que ça remonte à votre plus tendre enfance? Alors, je vous répondrai que j'ai essayé pendant longtemps dans ma vie d'essayer de comprendre pourquoi j'avais cette passion-là, parce qu'on on sait pas toujours, et on a des fois du mal à expliquer. Je suis né dans un cinéma, mes parents tenaient un cinéma. Je ne suis pas né dans la salle, je suis né dans l'appartement de fonction, pas la maternité. À l'époque, les mères accouchaient encore des fois chez eux. Donc, je suis né dans un cinéma dans les Vosges, un petit cinéma paroissial. Il y a ça. Petit, j'ai des souvenirs être allé en cabine comme Cinéma Paradiso, voir mon père projeté avec des projecteurs à arc. J'ai des souvenirs aussi de pièces de théâtre, parce que ça faisait théâtre aussi. Donc, j'ai ça dans ma tête, mais mes parents n'étaient pas collectionneurs. Donc, mon grand-père était collectionneur, mais pas mon père. Donc, voilà. Et après, les années se sont déroulées. Étant gamin, mon père nous projetait des charlots avec un pâté baby. J'ai des souvenirs comme ça vagues, mais c'est pas pour autant que je suis devenu... C'était à la maison, là? Oui, à la maison, oui. À la maison. D'ailleurs, de cette époque-là, j'ai pas de souvenirs de film. J'étais trop petit. Après, le cinéma, j'y suis très peu allé. Mais mes parents avaient 5 enfants, on n'avait pas d'argent. Donc, ce qui me faisait fantasmer, moi, c'était dans la chambre de... Excusez-moi, parce que je suis émotif, quelqu'un d'émotif. Dans la chambre de mes parents, il y avait une armoire, et derrière l'armoire, il y avait un carton. Et dans le carton, parce que mon père était clown aussi, il y avait toutes les affaires de clown de mon père, mais il y avait des choses qu'il avait gardées du cinéma. C'est-à-dire rien, sauf un dépliant du film Les Belles de Nuit, avec Gérard Philippe, je crois qu'il y a Gina Lollobrigida, Martine Carole. Et moi, je peux vous dire, étant gamin, ça me faisait fantasmer, quoi. Donc, j'allais derrière l'armoire de mes parents, que je poussais, que je remettais soigneusement après. Et donc, j'ai des choses comme ça. Mais après, il s'est passé pas mal d'années. Mais en même temps, quand je me pose la question, c'est qu'il y a plein de choses. C'est qu'en même temps, ma passion à moi, quand j'étais avec mes copains, c'était après-guerre, les années 50. Il n'y avait pas d'argent. On s'amusait comme on pouvait dans les bois. On allait dans les décharges. C'était aussi de fouiller dans les décharges. Et le fait d'être collectionneur, pour moi, ça a quand même un lien, de fouiller dans les décharges, de récupérer des trucs. Je suis un glaneur, comme dirait une grande Agnès Varda. Non. Agnès Varda. Agnès Varda, oui. Les glaneurs. Je suis un glaneur, en fin de compte, c'est ça. Bon, je glanais pas les patates, mais j'ai toujours glané. Alors, bon, après, évidemment, le lien avec le cinéma, on peut le faire vite fait. J'ai un père qui était musicien. Voilà, j'ai toujours baigné dans la musique et dans tout ça. Donc, il y a le lien, mais après, c'est revenu à la surface beaucoup plus tard. Ouais, d'ailleurs, adolescent, je crois que c'est en 1968 ou 69, vous montez votre premier ciné-club. Bon, certes éphémère, mais un ciné-club quand même. Oui, on a vraiment un ciné-club. On était passionnés de ciné parce qu'à l'époque, là, on habitait dans un quartier HLM qui venait de se construire. Et pour faire plaisir aux gamins du quartier, on les amenait au sous-sol du HLM et les curés nous prêtaient ce qu'on appelait les films fixes, pour les anciens qui ont connu ça, image par image, quoi. On projetait ça aux gamins. Alors, ça pouvait être des Tintins, ça pouvait être des trucs comme ça. Et bon, ça a à voir avec l'histoire du cinéma de toute façon, quoi. Oui, oui, à l'époque là, avec cette bande de copains, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse un ciné-club, parce que bon, on rêvait tous d'aller au cinéma, mais on n'avait pas d'argent. On s'est dit, autant faire notre séance à nous, quoi. Et donc, à l'école primaire, on a réservé la salle. On avait un vieux debris.
Ça, je me rappellerai toujours. Mais il nous fallait un adulte parce que j'avais 18 ans et il fallait un majeur, quoi. Et c'était un professeur de maths, la personne qui était garant de nous. Mais ce qu'on ne savait pas, on ne faisait pas gaffe, nous on était naïfs, hein, c'est qu'il ne partageait pas les mêmes idées que la municipalité. Lui, il était communiste. Donc je vous passe les détails. Donc automatiquement, on a fait 2 séances et la mairie, ils ont tout annulé. Mais c'est quand même là où c'est un bon souvenir pour moi, un bon et de stress, c'est qu'on a projeté Opération Jupon avec Gary Grant, qui est une comédie. Moi, j'aime bien, ça ne me gêne pas de le regarder aujourd'hui. Mais à la fin, avant, il fallait présenter le film. Et à l'époque, je suis toujours timide, mais j'y étais encore plus. Il a fallu que j'aille devant l'Assemblée. Je ne sais pas combien on était, entre 20 et 30, je ne sais pas. Mais bref, j'étais rouge comme une tomate et j'avais incapable de dire un mot pour présenter le film. Donc les copains, heureusement, ils ont applaudi. Et puis on a lancé le film, quoi. Mais c'est une belle aventure parce que faut savoir que le copain principal avec qui on a créé ça, aujourd'hui, il est directeur du cinéma de Revel, qui n'est pas très loin, et du cinéma de Castelnaudary. Voilà, il est toujours resté dans la profession. Et lui, à l'époque, pour me faire plaisir, il me ramenait des morceaux de films comme dans Cinéma Paradiso. Voilà. Ah, c'est grâce à ça que vous commencez à accumuler des petits bouts de films. Voilà, oui. Et moi je me faisais mon film tout seul avec ces petits bouts de films, quoi. Voilà, ça coûtait pas cher. Alors, un peu plus tard, au début des années 70, là, ça y est, hein, la fibre pour la collection commence à se mettre véritablement en marche. Vous commencez à acheter pas mal d'objets, notamment une première caméra, un projecteur 16 mm. Voilà, une caméra 16, c'est une Pathé Vébo. Olivier, il y en a une dans son musée, enfin, il y en a même 2 dans son musée. Une Pathé Vébo, la marque Pathé, et un projecteur Pathé aussi. Je m'étais même saigné pour acheter ça, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'acheter une caméra 16, même de la péloche, ça coûtait une fortune. Il fallait aller à la FNAC à Paris. Parce que, la FNAC avait un service réservé aux professionnels. On pouvait acheter de la pellicule, ciné et photo. Voilà, donc j'étais allé à Paris. J'ai même tourné plusieurs pellicules avec cette caméra. Donc ça me fait des souvenirs avec mes enfants à l'époque. On va revenir sur la récupération justement de tous ces objets liés au cinéma. Mais ce que vous avez toujours aimé, c'est non seulement de les récupérer, ces objets, petits ou grands, mais aussi de les restaurer. Vous parlez d'un véritable jeu de mécano en quelque sorte. Oui, faut être bidouilleur, hein, quand on se lance là-dedans, même si on est des mauvais bidouilleurs, mais en même temps, des fois on y arrive, quoi. Voilà, des fois on se plante lamentablement, puis des fois on y arrive, on ne sait pas pourquoi. En plus, on ne sait pas l'expliquer forcément. Un matin on se lève et puis tac, ah yes, c'est bon, on a la solution. Et oui, moi j'aime ça, être confronté à un problème. Voilà. Je ne dis pas que j'achète toujours des appareils en panne exprès par plaisir, mais en général, je préfère qu'ils marchent. Mais bon, la collection, tout n'est pas. Des fois, c'est des questions de prix, hein. Des fois, on a l'affaire du siècle, mais on vous dit c'est en panne. Notamment, ça peut être un Agra ou je ne sais pas quoi. Des trucs comme ça, on vous dit c'est en panne. Donc, on se dit je vais acheter, je vais essayer de le remettre en route. Puis après, le plaisir de faire revivre le matériel. Pour éviter que le matériel, parce que le drame dans tout ça, c'est que ça parte à la benne, quoi. Voilà, c'est en même temps, c'est une espèce de, on part un peu comme Don Quichotte, quoi. On part un peu, voilà, c'est un peu la même mentalité, quoi. On essaie de faire en sorte de préserver ça et que ça parte pas à la poubelle, parce qu'il faut savoir qu'on est un pays, on gâche beaucoup, on jette beaucoup. Et pour moi, c'est un drame. Je comprends pas qu'on jette. On a jeté notre industrie. C'est pas que jeter du matériel, c'est jeter notre industrie. On n'en a rien à faire en France. Je disais tout à l'heure, on est passé au numérique, on a tout jeté du jour au lendemain. Le numérique, c'est pas vieux, hein. En 2011, du jour au lendemain, on a acheté nos appareils, on a acheté les bobines. Avant, on n'avait pas le droit de collectionner les bobines. Aujourd'hui, on vous donne presque de l'argent pour que vous ayez les bobines, quoi. Je veux dire, c'est ça. Et donc, pour moi, ça a toujours été un drame. Et après, en toute modestie, évidemment, je sais très bien que j'ai des limites au niveau pouvoir, mais à petite échelle, je me suis dit, si je peux, à mon niveau,
préserver des trucs, bon, bien évidemment avec le cinéma, ben, j'aurais fait ma mission, elle sera un peu remplie, quoi. En quelque sorte, vous contribuez en collectionnant tous ces objets et en les restaurant parfois à préserver une partie de notre patrimoine, tout simplement. Voilà, mais on ne s'en rend pas compte quand on collectionne. On a un rôle à jouer. Par contre, quand on se rend compte, parce que moi je m'en suis rendu compte très tardivement, il y a peut-être 20 ans, je m'en suis rendu compte que les cinémathèques, qui sont, ben, c'est le nec plus ultra, les cinémathèques, quand on parle de cinéma, c'est toujours mis, voilà, c'est ce qu'il y a en haut de l'échelle. Mais s'il n'y avait pas de collectionneurs, il n'y aurait pas de cinémathèque. On ne le dit jamais assez, ça. C'est-à-dire des gens comme nous, sur le terrain, qui récupèrent même des petits trucs, petits trucs accumulés, ça fait des gros trucs. Et c'est les cinémathèques, en fin de compte, ils n'ont aucun mérite, les cinémathèques. Ils font que récupérer, c'est un coup de téléphone. Tiens, j'ai ça, ça vous intéresse? Ben oui, tiens, donnez-nous-le. Voilà, parce que c'est bon, voilà, ou en dépôt. Mais c'est le plus facile. Le plus dur, c'est nous. C'est nous parce qu'on paye avec notre porte-monnaie en plus. On achète avec notre porte-monnaie, on passe le temps, ça nous coûte de l'essence, ça nous coûte un tas de trucs. Réparer, ça nous passe du temps. Les cinémathèques, on leur ramène tout. Voilà, quoi. Après, je suis déposant à la Cinémathèque de Toulouse, même j'ai un gros dépôt. J'ai appris à revoir ma copie et je suis plus. Aujourd'hui, je comprends mieux leur rôle. Là, j'ai plus, comment on peut dire, j'ai moins de haine, quoi. Avant, j'avais de la haine, parce qu'en tant que collectionneur, quand on parle des cinémathèques, les collectionneurs n'aiment pas les cinémathèques. Parce que pour nous, c'est du pillage, quoi, qu'ils font. Voilà, ils nous pillent, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai revu ma copie, c'est ça, j'ai revu ma copie, et ben, ils ont un rôle important, quoi. Mais le problème, c'est qu'on parle pas assez de notre rôle à nous, collectionneurs, qui faisons ce travail de fourmi sur le terrain, quoi. Et voilà. En revenant à tous ces objets, affiches, etc., mais enfin, surtout les objets, de quelle façon on les récupère? Est-ce qu'il faut avoir un vrai réseau dans le milieu du cinéma? Ou alors est-ce que ça s'échange entre collectionneurs? Est-ce qu'on va dans les brocantes? Je crois que vous avez fréquenté également des ferrailleurs. Ça se passe comment, en fait? On récupère comment ce matériel? J'ai tout essayé. Alors après, il y a une fédération de collectionneurs dont je ne fais pas partie parce que on ne parle que d'argent. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai jamais fait ça pour l'argent. Après, évidemment, il y a de l'argent quand même, quelque part. Tout n'est pas gratuit. Mais donc, voilà, je ne fais pas partie de ça. Après, tu parlais du ferrailleur. Oui, un jour, j'apprends, parce qu'en tant que collectionneur, jusque dans les années 80, enfin même 90, il n'y avait pas Internet. Et comment on faisait? Il y avait une revue principale qui s'appelait Les Haut-Parleurs, pour ceux qui ont connu, qui était la revue que les passionnés de son ou d'image achetaient, parce qu'il n'y avait que là-dedans qu'il y avait des articles ou du matériel à vendre. Mais il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. C'est-à-dire, on avait un numéro de téléphone, même pas un nom des fois. Et des fois, il fallait aller à Perpète, à Paris ou je ne sais pas où. On atterrissait je ne sais pas où. Et c'était un milieu très fermé à l'époque, comme c'était interdit de collectionner. Donc, c'est-à-dire, vous arriviez, moi ça m'est arrivé, hein, c'est du vécu. J'arrivais chez le collectionneur, il m'accueillait dans l'entrée. Je venais pour acheter, mettons, une bobine de film. La bobine, elle m'attendait dans l'entrée. Tu me donnes l'argent, puis tu te casses, quoi. C'était ça, quoi. Et il n'y avait pas d'échange, quoi. C'était un milieu très, très, très fermé. Alors, à l'époque, je me disais, mais c'est quoi ce milieu-là, quoi? On ne peut pas échanger. C'est que l'argent. Et du coup, c'était difficile d'avoir des relations. Internet a fait exploser tout ça. C'est le bon côté d'Internet. Du coup, maintenant, c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est beaucoup plus facile. Donc il y a de véritables groupes qui se sont créés, des groupes sur les réseaux sociaux, des forums, etc. Sur Facebook, un exemple, tu as des groupes dans toutes les spécialités, pas que le cinéma, dans tout, international même. Aujourd'hui, on parlait maintenant de magnétophone UR, j'ai restauré une pièce, j'ai publié aussitôt sur le groupe international, aussitôt crac, j'ai eu les réponses de gens à l'autre bout de la planète. C'est fabuleux. Avant tu étais seul dans ton coin en tant que collectionneur, puis on était bien embêtés, pour ne pas dire autre chose, parce qu'on disait comment je vais y arriver. J'ai un problème avec une pièce, j'ai un problème avec ça. Et moi, mon premier projecteur 16 mm que j'ai acheté, le gars, il me l'a vendu, il était en panne, démerde-toi, quoi. Il n'avait pas de son, le projecteur. Mais je ne savais pas, j'y connaissais rien. Le problème, c'est qu'il fallait mettre
alimenter la cellule. À l'époque, c'était des cellules à gaz. Et il fallait l'alimenter avec un certain voltage. Et il y avait un réglage très précis où, au micron près, on perdait le son. Au micron près. Si on s'éloignait de la pellicule, mais à rien du tout, quoi. On n'avait plus de son, ou alors plus d'aigus. Mais j'ai commencé comme ça, moi. Donc, mais c'est une bonne école, par contre. Hein. Du coup, après, on se dit, j'ai intérêt à me mettre à la page et à apprendre, quoi. Et j'ai appris vite fait. Et comme ça, tout doucement, j'ai appris moi-même à restaurer mes appareils, à les régler. Voilà, quoi. On a parlé tout à l'heure de la numérisation. Au moment où les cinémas, justement, sont passés en mode numérique, est-ce qu'ils ont revendu une partie de leur matériel? Est-ce que vous avez justement acheté du matériel au cinéma? Non, parce qu'ils ont tout jeté. Le moindre. J'ai été amené à chercher une pièce détachée qui s'appelle un débiteur, c'est-à-dire c'est une pièce qui entraîne la pellicule. C'est tout bête, quoi. C'est un rond, un truc rond, pièce en métal ronde avec les picots, là. Et j'ai appelé Decipro, c'est ça, oui, Decipro à Montpellier. Il venait de tout jeter, quoi. Quelques mois après, il venait de tout jeter. Mais je dis, c'est dingue, ça. Mais je dis, il y a plein de collectionneurs en France, ils auraient été contents. Même si c'est pour une bouchée de pain, ils vous auraient acheté, même ils étaient prêts à acheter, quoi. Mais c'est rageant. Alors, le problème du cinéma, on revient toujours à ce que je raconte quand je fais des visites d'expo. Mon premier discours, c'est de dire, le cinéma, il ne faut pas rêver, c'est une industrie au service d'un art et par l'inverse. C'est-à-dire, c'est que le pognon, le cinéma. C'est-à-dire, c'est la finance. Il n'y a rien de noble là-dedans. Et le cinéma jette, le cinéma détruit ses propres inventions. Pendant 14, je racontais tout à l'heure, la guerre 14, la France avait besoin de pellicules. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lavé tous les films. Le support, ce qu'il y avait sur le plastique, enfin, bon, je schématise, ils ont effacé tout ça, quoi. Ils ont détruit eux-mêmes, quoi, leurs images. Il faut savoir qu'il y a des milliers, même des dizaines de milliers de titres qui ont disparu complètement entre 1900 et 1930, quoi. Même Henri Langlois, il n'a pas pu tout retrouver, quoi. C'est effarant, quoi. Et aujourd'hui, c'est pareil avec le numérique, parce que le numérique, ce qu'on ne dit pas au public, c'est les Américains qui nous l'ont imposé. C'est pas français du tout, le numérique. Hein. Tout ça, c'est pour des questions de business, pour que les ricains gardent la mainmise au niveau international. Ils ont avancé ce cryptage, parce que c'est surtout ça le numérique. Tout le reste est du pipeau, c'est du cryptage qui permet de protéger. Voilà. Un exemple, une des premières séances à Baraqueville dans Aveyron, j'ai fait du bénévolat, j'ai aidé le cinéma pendant pas mal d'années. On va y revenir là-dessus. Voilà. Et le jour-là, on a une panne avec le numérique. Et j'étais plié de rire. On me dit, faut appeler les États-Unis. On venait d'ouvrir, le cinéma. Donc, on n'y connaissait rien au numérique. On dit, il y a une panne, il faut appeler. Parce que c'était ça, il fallait la clé. Une histoire de clé, on n'avait pas la clé pour lancer le film. Mais je dis, dans quel monde on vit, quoi. Ça aurait été de la péloche, c'était vite fait. Clac, clac, clac. Là, le numérique, c'est ça, quoi, je veux dire. Voilà. Il n'y a rien de noble. Le numérique, il n'y a rien de noble. Pour moi, c'est... Après, je suis pas non plus hypocrite. Je suis comme tout le monde, j'ai du numérique, j'utilise. En tant que passionné d'image et de son. Mais je veux dire, faut pas être dupe, quoi, je veux dire. Déjà la pellicule, à l'époque, là, fallait pas être dupe. Mais là, encore le numérique, on a franchi une étape. Hein. Voilà. Bon, vous dites que c'est souvent assez rocambolesque de récupérer ce matériel. Toutefois, à un moment de votre vie, je crois que vous arrivez à récupérer un stock de films auprès de la SNCF. Oui. Alors, j'ai eu des coups de bol, oui, ça, c'est les hasards de la vie. J'ai fait partie, dans les années 80, d'un festival international du film pour la jeunesse, qui était à Lens. Lens, c'est le département de l'Aisne. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur une semaine, on avait 25 000 entrées. Voilà, 25 000 enfants qui venaient. Donc, voilà, c'est pas rien non plus. Et donc on avait plus de moyens, évidemment, qu'ici ou que Baraqueville. Hein. Et donc, comme le maire nous avait donné les moyens, parce que je faisais partie de l'organisation du festival, j'étais trésorier adjoint, j'étais chargé de toutes les séances en décentralisation dans les villages pendant le festival, et tout ce qui était technique, préparation des projecteurs, préparation des copies. Tous les jours,
on avait une dizaine de lieux et j'étais chargé de répartir les projecteurs avec les films. Voilà. C'était assez contraignant. Et donc, pour le festival-là, pour vraiment avoir du succès et que les médias se déplacent, parce qu'on avait tous les médias nationaux qui venaient faire des images, quoi. Ce qu'on allait, c'est qu'on avait loué les salons de Beaubourg en haut, on louait, on invitait toute la presse, hein, c'est-à-dire on les rinçait comme il faut. On avait affrété le train cinéma de la SNCF, on ne voit plus beaucoup maintenant. Le train cinéma, c'est-à-dire on projetait des images pendant le trajet. Tous ceux qui venaient, ils avaient tous un panier garni avec les spécialités de laine qui est le maroilles, enfin, bref, un tas de trucs. Donc on leur graissait la patte, on leur déroulait le tapis. Et par contre au niveau média, il n'y a pas de problème, hein. Là, ils venaient et on avait une bonne. Vous voulez dire que la presse peut se faire acheter, quoi. Oui, je ne le dirais pas. Ok. Mais en même temps, ça marche comme ça. Ça fait partie du jeu. Voilà. Et donc, j'ai fait partie de ce festival international où là, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes importantes dans ma vie, qui étaient le président du festival qui s'appelait Raymond Lefebvre. Raymond Lefebvre, c'était un enseignant, un prof de philo, qui était il avait déjà au moins 60 ans, oui. Il était encore prof, il avait au moins 60 ans. Prof de philo, il était critique. Alors, je ne sais plus si c'est pour les cahiers du cinéma, qui est vraiment voilà, une sommité dans l'écrit, quoi. Il écrivait aussi parce qu'il était affilié à la Ligue de l'enseignement. Il écrivait aussi dans les revues de la Ligue de l'enseignement. Enfin bref, c'était le président du festival, donc j'ai appris beaucoup. Et puis le directeur du festival qui était Raymond Desfossés, qui était mon meilleur copain, qui lui il était directeur du festival, directeur, parce que c'était une maison de la culture, hein, directeur de la maison de la culture, gros truc, hein, maison de la culture, 700 places, vraiment la gros truc. Et en même temps, il était directeur de plusieurs salles de cinéma, et en même temps, c'est un des fondateurs, je ne sais pas si vous connaissez le festival Fifi Gros à Toulouse, avec Benoît Lépine, hein, les gens de Canal, là, vous ne connaissez pas ce festival-là, Fifi Gros. Voilà, c'est des joyeux lurons, hein, un peu anards et tout ça, enfin bref. Et c'est un des fondateurs de ce festival-là, voilà, Raymond Desfossés. Voilà. Donc, j'ai été à bonne école, quoi. Alors, vous disiez que en fait, une collection, c'est sympa, mais la laisser au fond d'un garage, c'est pas le top. Et donc, vous allez vous évertuer à faire connaître cet univers au grand public, notamment en créant une association qui s'appelle Ciné Animation, qui existe, je crois d'ailleurs, toujours. Je ne sais pas si elle est toujours active. J'ai tapé ce matin le nom. Ouais. C'est toujours C'est toujours actif. Ouais, c'est toujours actif. Alors, ça se passe dans les années 90. C'était l'occasion de présenter au public j'allais dire, peut-être des centaines, des milliers d'objets presque à travers des expos. On peut appeler ça de l'éducation populaire, tout simplement. Ah ben oui, parce qu'en plus, moi, j'étais militant de la Fédération Léo Lagrange. J'étais militant de la Fédération Léo Lagrange, et donc une fédération d'éducation populaire. Donc j'ai toujours été militant. Et en même temps, ça a toujours été ma démarche. Voilà. Et c'est là où j'ai réussi à joindre les deux bouts, c'est ma passion, mon métier, parce que mon métier, c'est une passion aussi. Et en tant que collectionneur, j'ai trouvé un but. J'ai trouvé un but à ma vie, parce qu'avant, j'entassais, comme tu dis, mais il n'y avait pas de but, quoi. J'entassais, puis c'est là où on se rend compte que c'est une maladie, quoi. Voilà. Et je me suis dit, il faut que je me sorte de cette maladie. Et dans la mesure après où on partage, où on enseigne, où on a une vocation pédagogique, on transmet quelque chose, ben là, c'est plus pareil, du coup. Et là, on a un rôle utile au niveau de la société. Et là, ça devient intéressant, quoi. D'ailleurs, à ce propos, vous créez un musée dans la Marne. Oui. Malheureusement, il va s'arrêter au bout d'un été, mais du coup, vous organisez des expos itinérantes, à l'occasion notamment des 100 ans du cinéma. Oui, voilà, on a eu un grand rôle à l'époque-là, au niveau du nord-est. C'est même pas que sur une ville, parce que j'étais à Vitry-le-François. Le lac, c'était le lac du Der, qui est à côté, qui est le plus grand lac d'Europe. Et donc, on avait loué un local là. C'était pour tester si un projet de musée était viable. Voilà. Donc, on a eu 1500 entrées payantes en un mois. Ben, on s'est dit, il n'y a pas de problème, hein, c'est bon. Et après, on s'est mis à prendre la route, parce que le musée, il fallait rendre les locaux. C'était réservé à l'office de tourisme. Et du coup, on s'est mis à aller partout, dans les petits villages, partout. Musée itinérant, quoi. Foire expo, à Châlons-en-Champagne, voilà, ville moyenne.
10 000 visiteurs, enfin bref, on était partout. Ce qui reste aujourd'hui, ce que j'ai montré à Olivier, j'ai des livres d'or, quoi. Voilà. Et ça, c'est le plus beau compliment. Voilà. Oui, parce que vous organisez également des séances en plein Oui, air, oui, vous oui. participez à des festivals, et puis vous montez aussi des ateliers de films d'animation. Ce qui veut dire quand même vous participez vraiment Oui, effectivement parce à la que vie c'est culturelle de cette région. une de mes passions en tant que collectionneur, c'est le film d'animation. Et, et ça a toujours été mon rêve. Et c'est comme pour le son. Je suis un bricoleur du dimanche. J'ai jamais eu les moyens. X raisons. C'est pas mon. Voilà, j'ai loupé, quoi. J'ai loupé des trucs. Et j'aurais bien voulu travailler dans le cinéma, et notamment le film d'animation. J'ai pas pu, mais par contre, je me suis fait plaisir. C'est-à-dire, on a fait des ateliers en milieu scolaire. Un exemple, Vitry-le-François, une année, on avait 15 ateliers. Imaginez-vous 15 ateliers, depuis la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'en terminale, avec même des prix au niveau national. Mhm. Et les séances plein air, ben, il y a eu des années, on allait dans plusieurs villes du nord et de l'est de la France faire des séances plein air. On a eu jusqu'à 20 séances plein air en extérieur comme ça. On prenait la route avec notre remorque, la voiture, on allait à l'hôtel. On adorait ça, vie de bohème, quoi. Vie de bohème, on allait manger chez je dis ça pour rire, hein, mais bon, on le prenait pas mal, chez McDo, parce que c'est question budgétaire. On allait chez McDo. Et, euh, et on faisait plaisir aux gens. On n'allait que dans les quartiers difficiles, parce que les quartiers difficiles, personne ne voulait y aller. Parce que des fois, on se prenait des jets de pierre et tout par les jeunes. Je me suis même fait casser ma voiture une fois. Mais nous, on aimait bien parce que, comme on était militants d'éducation populaire, on ne pouvait pas refuser, quoi. Donc on y allait. Et en plus, on n'était pas payé, à coup de lance, on n'était pas payé cher par les mairies. C'est pour ça qu'ils nous prenaient, il faut être réaliste. Voilà, on ne coûtait pas cher. On avait une formule où on n'avait pas un appareil à dimension déraisonnable, avec une petite lampe, au xénon, mais une petite lampe. Donc du coup, le devis ne coûtait pas trop cher, quoi. Mais par contre, on a fait des séances jusqu'à 1500 personnes avec un écran de 4 mètres par 3, hein. Ce qui n'est pas normal, mais bon, nous, on n'y est pour rien. Les gens, ils venaient. Voilà, on ne pouvait pas refuser. Ce qu'on appelle la vraie passion, hein. Ah oui, oui, là, oui. Oui, oui, là, vraiment, c'était des années. De toute façon, en plus, on a touché à tout, parce que on avait, on avait un festival à Vitry-le-François qui s'appelait Ciné-Quartier, qui était un jour un film, une animation, parce qu'on avait renoué avec la tradition du cinéma, c'est-à-dire un entracte avec une attraction. Comme au début du cinéma, ça pouvait être un jongleur, ça pouvait être un chanteur, ce qu'on trouvait, quoi, voilà. En essayant de payer pas trop cher pour que le budget tienne la route, sachant que tout ce qu'on faisait était agréé et subventionné par le conseil régional. C'est-à-dire là, on est obligé de fournir de la qualité. Ce n'était pas du bricolage, quoi. Hein. Quand on en arrive là avec des salariés, là, il faut montrer. Il a fallu qu'on fasse nos preuves, quoi. Ça a mis plusieurs années, quoi. Voilà. Et ça a duré plusieurs années également, cette initiative, hein. Ah oui, 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 oui. Et je ne dis pas tous les ans, mais presque tous les ans, France 3, notamment une des journalistes ça s'appelle Des Racines et des Ailes, Carole Gessler, ça a été ma première intervieweuse. Elle m'a interviewé en premier, parce qu'elle était à Reims, à France 3 à Reims, elle est venue 2 fois de suite m'interviewer, et je racontais, là, elle arrive, la première fois, anecdote, elle arrive à Vitry-le-François, j'avais un autre festival pour les enfants qui débutait, hein, c'était sans prétention, la MJC. Elle arrive, elle dit, France 3, je voudrais parler à l'organisateur. Moi, timide et tout, je dis, attendez, je vais chercher monsieur le maire, quoi. Le maire n'était pas loin. Ah non, non, elle me dit, je suis l'organisateur. Je dis, c'est moi, mais je n'avais jamais répondu à un micro, quoi. Je veux dire, j'étais là, rouge comme une tomate. Et puis après, mes enfants, ils m'appelaient Narcisse. Après. Parce que j'aimais tellement, je m'étais pris au jeu, j'aimais tellement répondre dans le micro que j'étais intarissable. Alors un peu plus tard, on bascule un tout petit peu Oui, oui. plus tard, quand vous déménagez dans l'Aveyron, nous sommes, je crois, en 2009. Et comme votre collection à cette époque-là avait grandi, était très importante, il a fallu faire un choix et vous vous êtes dit, je vais en léguer une partie, ce que vous avez fait à Baraqueville, plus au nord, hein, dans l'Aveyron. Oui. Un projet de musée à cette époque-là était évoqué, mais n'a pas vraiment été créé. Alors, pour expliquer, j'arrive dans l'Aveyron, je refais ma vie privée, et je voulais tourner la page.
because le côté mental des collectionneurs, quoi. Ça me faisait peur quand même, le stress, quoi. Bon, je suis d'une nature à stresser, mais j'en fais encore des cauchemars au jour d'aujourd'hui de tout ce que j'ai fait avec mon assos et puis mon métier. Enfin bref. Et bon, je ne suis pas le seul, hein, mais bon, bref. Et je dis, la solution la mieux, c'est je donne tout. Donc, je suis allé voir la mairie de Baraqueville. Ils me disent, ça tombe bien, on a une bibliothèque, une médiathèque en construction. Vous nous donnez tout. Nous, on va construire une aile en plus. On va demander les subventions. Donc, ils ont réussi à avoir les subventions. Concours d'architecte. J'ai participé au concours d'architecte parce que fallait que je donne fallait que je les aide, quoi. J'étais leur conseiller, quoi, pour savoir quelle surface il fallait au niveau expo, petite salle de ciné, quelle surface. Je leur donne tout ça, je les aide. Puis après, ça change de municipalité en 2014 à Baraqueville. Bon, et puis la mairie m'aimait bien parce que je faisais du bénévolat dans leur cinéma. Je leur coûtais rien. Je faisais venir des réalisateurs, je faisais des ciné-goûter. Je servais même les gamins au goûter. Donc le maire, il ne pouvait pas me faire de mal, quoi. Il dit, Monsieur Nardin, on n'a rien contre vous, mais comprenez bien que ce n'est pas notre tasse de thé, c'était le projet de ceux d'avant. Et nous, on ne veut pas en entendre parler. Bon, je dis, moi, il n'y a pas de problème. On a un acte notarié qui dit qu'il y a des clauses. Si vous n'avez pas de projet avec ma collection, je reprends. Il me dit, ouais, pas de problème, vous pouvez tout reprendre. Mais le problème, c'est, j'en fais quoi? C'est la question que j'allais vous poser. Vous en avez fait quoi? J'avais plus de place. Entre-temps, j'avais déménagé. Quand je suis parti de Vitry-le-François, 2 smirmorques archi pleins, ma collection, ça faisait ça. Donc, c'était impressionnant. Et puis là, je n'avais pas de smirmorques chez moi à mettre, quoi. Et donc, je dis, il faut que je trouve une solution. Donc, j'ai acheté j'ai un tout petit peu d'argent. J'ai acheté un local à Nocelles pour entreposer tout ce qui était 35, uniquement les bobines, hein. Puis je dis, et du coup, je me suis dit, il faut que je nous contacte avec la Cinémathèque de Toulouse. Je n'ai pas le choix aujourd'hui. Donc, je mets dans ma poche ce que je pouvais penser d'eux. Et puis, du coup, je les contacte. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que je n'ai pas eu affaire au directeur. Oui, ça avait changé entre-temps, c'est un directeur. J'ai eu affaire à la chef de service de ce qu'on appelle du stock à Balma, c'est-à-dire du dépôt de films, quoi. C'est pas du tout le même service. Et c'est des gens, ils sont proches des collectionneurs parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils savent que si on n'est pas là, ils n'existent pas. Donc il y a un lien qui automatiquement. Et on a sympathisé tout de suite. Aujourd'hui, d'ailleurs, on se fait la bise, on se tutoie avec la patronne du dépôt de Balma. Et du coup, j'ai commencé à leur donner ce qui était film flamme, parce que j'en avais beaucoup. Voilà, parce que dans mes pérégrinations, enfin bref, hein, j'ai un exemple. On a encore le temps? Ouais, ça va. Oui, oui. Ouais. Un jour, j'apprends, parce que j'ai plein d'histoires. Un jour, j'apprends dans la presse, il y a un monsieur dans les Ardennes, Vitry-le-François, c'est pas très loin, à Revel, il tenait un cinéma en 1900. Sa famille tenait un cinéma en 1900. Je dis, c'est top, 1900, bon matériel, bobine de film et tout ça, film muet. Je vais voir le gars. Bon, j'arrive chez le gars, je vois un pépère qui me reçoit avec un fusil derrière la fenêtre. Je dis, oulala, ça commence mal, quoi. Puis il y a un air méchant, quoi. Il va me tirer dessus, quoi. Et je dis, voilà, je suis Monsieur Nardin, vous m'avez fait venir j'ai fait 130 km aller, vous me faites venir. Ah non, moi, je vends rien, je donne rien. Je dis, parce que bon, il avait 85 ans, il perdait un peu de la boule. Je dis, je suis reparti, quoi. Je suis reparti déçu. C'est dingue, ça. Et puis, un an après, il y a un article dans le journal L'Union, qui est le grand quotidien dans le secteur de la Marne. Il y a un article qui dit qu'il y a un monsieur qui veut se débarrasser de sa collection. Donc, je rappelle, et j'ai affaire à sa fille. Je dis, voilà, madame, je me présente. J'avais déjà contacté votre père, mais il m'a envoyé balader. Je l'ai mal pris. Elle dit, maintenant, et voilà, il est décédé. Et on ne sait plus quoi en faire. Il faut venir tout de suite. Bon, je dis, OK. Donc, j'y vais tout de suite. J'appelle mon fils. J'ai des enfants. Mes enfants, ils se sont fait la musculation comme ça, à porter tout ça. Et donc, on arrive chez le pépère, quoi. Et il y avait une montagne de films, d'appareils dans la paille carrément. Et des films, un exemple, des films nazis, hein, d'époque, des films flammes nazis d'époque. J'ai récupéré des choses comme ça, quoi, des trésors, quoi, des projecteurs pâtés de 1900. Bref, vraiment, on arrive là, on est collectionneur, on dit c'est le trésor, quoi. Là, c'est le vrai trésor, c'est le vrai cas de figure en tant que collectionneur. On ne peut pas rêver mieux qu'un cas de figure comme ça. Après, des années plus tard, les films flammes, donc je les ai amenés à Toulouse. On a sympathisé. Et du coup, quand j'ai récupéré ma collection après Baraqueville,
j'ai appelé la Cinémathèque, j'ai dit: «Bah, maintenant, je vais vous donner, l'essentiel de mes films 35, pas le 16», parce que j'aurais dit en rigolant: «Me tuez pas tout de suite, je suis encore vivant, je vais encore me passer des films». Mais je dis: «Voilà», donc ça faisait quand même, j'ai quand même donné 800 bobines de films, 35 à Toulouse, quoi, je veux dire, voilà. Donc ça fait déjà une belle liste, quoi. Voilà. Et dans ce que j'ai donné, alors j'ai un trésor, mais malheureusement, je ne pouvais pas le garder. La Cinémathèque était intéressée. Là, ils m'ont dit: «Mais par contre», parce que quand on donne des films à la Cinémathèque, on reste propriétaire. C'est-à-dire, on fait un dépôt. C'est pas un don. C'est pas gratuit, hein, voilà, on n'a pas d'argent, mais et du coup, ils s'engagent à entretenir vos films. Ils s'engagent, aussi à ce que vos descendants, ils restent, c'est-à-dire on n'a pas la propriété intellectuelle, mais on a la propriété de la copie, quoi. Voilà. La copie nous appartient plus ou moins. Et donc, j'avais récupéré un jour, par hasard, grâce à eBay, pour 1 €, j'ai récupéré 400 bobines d'une société qui fait fantasmer tout le monde, qui s'appelle Les Films du Losange. Je ne sais pas si vous connaissez Les Films du Losange. C'est tous les grands réalisateurs, entre autres de la Nouvelle Vague et d'après. Hein, il y en a encore qui sont encore vivants. Enfin, bref. Et des trésors là-dedans. Des trésors vraiment, avec des copies de tournage. C'est pas forcément que des films aboutis, aussi des copies de montage. Mais en tant que collectionneur, c'est des trésors aussi, hein, voilà. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec ces 400 bobines-là. Je les récupère à Paris, dans une cave, dans l'eau. Et j'ai passé plusieurs mois au sèche-cheveux, en sauver la majorité. Mais c'est ça, la collection, hein, c'est ça. Et, et en plus, la cave, pour sortir, c'était un escalier de meunier avec à peine une dizaine de marches, mais dont la moitié était cassée. Je suis handicapé, j'ai une jambe raide. Et le copain, il m'a dit: «Tu te démerdes, je reste dans le camion, tu me les amènes. Moi, je ne mets pas le nez, je ne descends pas en bas». Parce que ça empestait les produits chimiques dans la cave. Je vous raconte pas. Enfin bref, c'est ça la collection. C'est ça la collection. On va bientôt terminer, mais si vous êtes ici ce soir, c'est qu'il y a eu un jour rencontre avec Christiane et Olivier, hein, de l'association Retro Movies. Vous leur avez donné une partie de votre collection pour alimenter le petit musée du cinéma ici à Alors, Nantes. ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est d'abord rencontrés, puis en discutant, mais en fin de compte, on n'a pas le même âge, mais on a des histoires très proches, une démarche très proche. On est issus un peu des mêmes milieux, c'est-à-dire on n'a jamais été riches, ni l'un ni l'autre. Donc là, on a procédé de la même façon. Donc après, voilà, on ne possède pas forcément les mêmes choses dans nos collections. Puis je me suis dit, bon, après, moi, les années passent, hein, moi, maintenant j'ai 75 ans. Je ne suis pas forcément très vieux, mais je suis surtout plus jeune. Donc, il faut que je commence à préparer un peu, à tourner la page, quoi, parce qu'il faut l'accepter aussi. Il faut tourner la page. C'est le problème quand on possède des choses encombrantes, que ce soit une collection ou n'importe quoi. Il y a un moment, il faut savoir accepter le fait que voilà, faut trouver une solution, quoi. Parce que moi, mes enfants, ils sont très loin. Ils m'ont dit: «C'est pas notre problème, tu te démerdes comme tu veux. Nous, on ne veut pas en entendre parler. Voilà. Si tu peux faire ça de ton vivant, tant mieux». Donc, bah, et en discutant avec Olivier et Christiane, mais je me dis: «Mais faut que je leur propose, quoi». Et donc je leur dis: «Ben, ça vous intéresse pas? Si vous voulez, je vous donne l'essentiel de ma collection. Voilà. J'en fais pas commerce, sauf pour la Rolls des projecteurs. Voilà, ça par contre, voilà. Mais je dis le reste, parce que j'ai encore beaucoup de trésors chez moi en pellicule, hein. J'ai pas tout donné, notamment tout ce qui est 16. Un exemple, j'ai des feuilletons double bande de l'ERTF qu'on a connus étant gamin. J'en ai des copies, quoi. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire double bande où le son est séparé de l'image. C'est vraiment des originaux, quoi. Vous avez la partie image et la partie son. C'est pareil, quoi. Ça fait des bobines, un appareil spécial pour projeter ça. Donc j'ai plein de choses comme ça, plein, voilà, plein. Je ne peux pas tout énumérer, mais avec plein d'appareils. Par contre, j'ai dit à Olivier Christiane, vous prenez tout. Enfin, vous prenez tout ce que je vous donne. C'est pas la peine de me dire ça, je prends pas. Voilà, parce que en même temps, j'ai plein de pièces, j'ai plein de pièces détachées. J'ai des centaines d'affiches. J'ai des milliers de photos. J'ai des milliers de revues. J'ai voilà, plein de choses, quoi. Et donc, ça sera ma dernière question. Justement, parmi toutes ces pièces, tous ces objets que vous avez tout au long de votre vie recueillis en quelque sorte, quels sont ceux qui vous tiennent ou vous ont tenu le plus à cœur? Ils sont là. Je les ai amenés au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Ah ben, ça tombe bien. Voilà. C'est ça. Bon, je les ai montrés. J'ai montré ça à quelques-uns. C'est une simple boîte en bois de 1850. C'est l'ancêtre aussi du cinéma. C'est un jouet optique. C'est l'ancêtre des dioramas de Daguerre.
Voilà, c'est-à-dire on passe des vues, c'est magique, c'est une boîte magique. Ceux qui l'ont vu, ils peuvent en témoigner. C'est une boîte magique, voilà. Et Ah oui. ça résume, ça résume tout aux amis du cinéma. Et puis, en même temps, ce qui me reste, parce que des trucs, les livres d'or. Les livres d'or, avec toutes les dédicaces des gens qui sont venus visiter. Voilà. Est-ce... Après, bon, Ouais. il y a d'autres choses. Ouais, j'imagine. Mais vous continuez quand même à collectionner Alors, le ou est-ce que là, vous avez dit stop, stop à la pathologie? quand on est collectionneur, on y est à vie. C'est-à-dire, si c'est pas vous qui allez chercher les gens, c'est qu'ils viennent vous chercher. Ah tiens, bah encore il y a pas longtemps, j'étais dans ma région, dans les Vosges, et j'ai un cousin, je vais dire bonjour, tiens Jean-Jacques, comment tu vas? Ah tiens Francis, j'ai 2 projecteurs, ceux que tu as récupérés, deux projecteurs, j'en fais rien, c'était au beau-père. Et puis en même temps, j'étais en train de lui dire que je donnais ma collection à Olivier et Christiane. C'est-à-dire, il a pas entendu ce que je disais, mon cousin. Je me suis dit, je ne dis rien à mon cousin, je les prends, je savais que je les amènerais, donc je les ai amenés ici, quoi. On se voyait peu de temps après. Donc, c'est-à-dire que ça n'arrête jamais, quoi. Ouais. Voilà. Alors après, j'ai d'autres collections, parce que, bon, heureusement, Oui, là, on pourrait faire une autre rencontre, effectivement. mais voilà, c'est le son, c'est tout ce qui est son, archives, enfin matériel son et archives son. Mais pour moi, ça a un lien avec le cinéma, parce que c'est le même monde, en fin de compte, l'image et le son, enfin, l'audiovisuel, si on peut dire, C'est ça. c'est le même monde, ça a les mêmes ancêtres, voilà, quoi. Donc, je m'intéresse aux deux en tant que collectionneur, quoi. Voilà. Mais par contre, cinéma, j'ai plus ou moins arrêté de récupérer du matériel ciné. Par contre, ça, c'est, voilà, je crois que le dernier truc que j'ai récupéré, c'est le Bus Botazzi. C'est un projecteur qu'on appelle la Rolls, qui était fait exprès pour faire des séances plein air. Enfin, il pouvait faire des salles aussi, hein, mais aussi pour les séances plein air. Et on l'a vu, c'est un projecteur qu'on avait partout en France. Il n'y a pas si longtemps, encore une dizaine d'années, on le voyait, et sur des grands écrans, hein. Et c'était fabriqué presque à la main à Lyon, à côté de l'Institut Lumière. Et j'ai eu la chance dans ma vie d'en récupérer un. Voilà. Voilà. Le Graal. Ah oui, ouais, on l'appelle la Rolls. Hein. Pas moi qui ai inventé le nom en plus. Ouais. Bah, merci beaucoup, Francis Nardin, de nous avoir fait partager cette passion plus qu'intense. Les questions, si vous avez Si vous avez 2 ou 3 questions, on s'accorde 5 minutes. Dans ce monde des collectionneurs d'objets de cinéma, vous vous situez où? Parmi les très grands collectionneurs, les moyens collectionneurs ou les petits collectionneurs? Non, parce que je vais être honnête, c'est tellement une folie qu'il y a... Puis, je vais être honnête parce que ce serait pas honnête. J'ai été longtemps, je pensais que j'avais des trésors. Parce que j'avais pas d'argent. Je veux dire, moi, j'avais une bobine, j'étais heureux avec une bobine de film, un vieux Projo qui marchait mal. J'étais heureux, je veux dire, j'étais le plus heureux des hommes. Et puis, bon, après, j'ai récupéré des images et tout. Mais je pensais que j'étais le plus grand des collectionneurs parce que, comme il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas échanger. J'avais personne à qui confronter ma passion. C'était un milieu tellement fermé que en plus, les gros collectionneurs, je les intéressais pas, à part pour leur acheter et leur amener de l'argent, puis ils m'envoyaient balader. Donc j'ai trouvé un autre biais, c'est-à-dire faire comme font Olivier et Christiane. C'est en faisant tout ça que je me suis aperçu que j'avais eu un rôle. Pour moi, en fin de compte, c'est le plus important. C'est d'avoir eu un rôle dans cette histoire du cinéma à un moment donné, mais un rôle en toute modestie, petit, parce que si je ramène ça au niveau national, je suis une fourmi, hein, je veux dire, mais quand même, je veux dire, toutes les séances qu'on a fait plein air, les expos, j'ai pas à avoir honte de ça, parce que ça rend, au total, j'ai eu au moins 15 000 visiteurs au total, donc c'est pas rien non plus. J'ai fait partie de festival international, j'ai fait un tas de trucs, mais le gros collectionneur, c'est là où ça me rapproche de la fédération des collectionneurs que j'aime pas. Je veux dire, voilà. C'est parce que souvent j'ai des copains qui en font partie, hein, qui sont présidents de la fédération. Ils me disent ah tu devrais nous rejoindre, Francis. Mais j'ai dit non, moi j'aime pas cette mentalité. Voilà. À vous entendre parler avec tout ce que vous nous avez dit, effectivement, je ne dis pas que l'argent ne vous intéresse pas, mais c'est pas parce que je suis allé aux Journées d'Arles l'an dernier et j'ai été frappé quand même de voir que des collectionneurs
devenaient d'excellents hommes d'affaires à un moment donné. C'est que ça, Voilà. bah oui. Il y en a un notamment qui s'est spécialisé et s'est fait connaître et a très bien médiatisé la chose dans les photos qu'il trouve sur les brocantes, sur les vides-greniers. Oui. Il a monté tout un commerce autour de ça et finalement sa collection a été vendue fort cher au musée de Grenoble. Donc on a le sentiment qu'il y a quand même des collectionneurs qui ne sont pas dépourvus d'arrière-pensée, je dirais pas économique, mais largement financière. Une grande partie, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contact. Parce qu'ils sont comme ça avec leur collection. La peur qu'ils ont, c'est qu'on vienne les dévaliser, quoi. Alors que nous, notre démarche, c'est l'inverse. On va à la rencontre des gens. Il ne faut pas non plus être naïf. Évidemment que ça représente de l'argent quand même, tout ça. Mais je veux dire, la démarche n'est pas la même. Nous, c'est une démarche qui se rapproche de l'éducation populaire, quoi. C'est ça, en fin de compte. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Voilà, l'éducation populaire, l'éducation des publics, à l'image. Voilà. Alors après, moi, j'avais un slogan à un moment. Je disais éduquer les publics pour les rendre plus critiques face à l'avalanche d'images qu'on reçoit. Je disais ça à l'époque, au début d'Internet. Parce que c'était ça aussi. Avalanche d'images, c'est ça aujourd'hui. Hein. Mais bon, je ne dis plus ça aujourd'hui quand même. Mais c'est un peu ça, quoi. Éduquer les gens pour les rendre plus critiques parce que aujourd'hui, c'est vrai, le danger existe toujours, encore plus même, avec Internet, tous les bon, bref, que ce soit Facebook ou d'autres. Voilà, il y a aussi le côté danger, quoi. Surtout pour les enfants. Hein. Je parle pas des adultes, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et surtout pour les enfants, quoi. Donc collectionneur, moi, je suis toujours resté modeste, voilà, humble, quoi, humble. Voilà, humble. Il faut rester humble, quoi. Collectionneur qui est à Compeire ou Campagnat, Oui. Oui. Dans le son, justement, il a C'est un ami, oui. Ouais, c'est un ami, oui. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus. Parce que sans se connaître, il connaît Olivier. Il a dit Olivier, tiens, tu devrais rencontrer Francis. Il est aussi collectionneur comme toi. Et on s'est, oui, je connais bien. Je connais bien. Et lui, c'est une collection magnifique. Puis c'est un érudit. Hein. Ouh là là, il a des connaissances. Je voudrais bien en avoir autant. Ouais, moi, je suis. Non, moi, je suis un bordélique. Voilà, je le dis honnêtement. Moi, ça se passe dans ma grange. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai mes projecteurs dans le dos, mes bobines dans le dos, l'écran devant. Si j'ai une bobine qui me plaît, après qu'il y ait les araignées au-dessus de ma tête, je m'en fous, hein, ou même des souris. Si j'ai envie de me passer une bobine, moi, c'est ça que je voulais en fin de compte. Mais c'est seulement maintenant que j'ai réussi à trouver. Avant, j'avais l'appareil à un côté, les bobines à un autre endroit. Bah, je passais plus de bobines parce qu'il fallait que j'aille. Je passais du temps à aller chercher la bobine, parce qu'après, il faut démonter. Bon, voilà. Donc, Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se retrouvera parce qu'il y aura peut-être encore des choses à dire sur les années suivantes. Vous avez dit que c'était la dernière, on l'a enregistré. Mais je pense que vous reviendrez. Merci et bonne soirée à tous. Je suis content si ça a pu vous faire plaisir, quoi. Ouais.